Lundi 18 décembre 2017, Bruno Millienne, député de la 9e circonscription des Yvelines, est venu à la rencontre des citoyens aux Mureaux lors d'une réunion publique. D'abord, merci à tous d'être venus, à toutes et à tous, on dit maintenant, parce que c'est le langage inclusif. Bonjour à toutes et à tous, et merci à toutes et à tous d'être venus. Ça fait, pour un certain nombre d'entre nous, ça fait quand même un bail qu'on ne s'est pas revus, donc ça fait du bien de se revoir. Ça nous reporte quelques mois en arrière, où on a passé des moments assez fantastiques. Je vous rassure, il faisait plus chaud, et le soleil brillait. Là, il fait plus froid, et on a de la pluie. Mais bon, c'est pas grave. On est là aussi pour se retrouver de temps en temps, et je vous avais promis qu'on fasse un point d'étape à chaque fois qu'on le pourrait sur l'action à la fois des députés et du gouvernement, afin que vous ayez la réalité de ce qui se fait exactement. Non pas que vous ne l'ayez pas à travers les informations que vous recevez par les médias, c'est pas vrai, mais je trouve que cette réalité est quelquefois un petit peu parcellaire et pas totalement exacte. Donc il est temps de faire le point là-dessus. Première surprise pour beaucoup d'observateurs et de commentateurs de la vie politique française, nous avons élu un président qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Alors ça les étonne beaucoup, parce que jusqu'à maintenant, c'était pas du tout le genre de la maison. Le président en général promettait beaucoup, et puis une fois installé au pouvoir, c'est pas qu'il faisait rien, mais en tout cas, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils avaient promis. Et pour ceux qui écoutaient bien effectivement leurs programmes électoraux, on pouvait se demander comment ils auraient pu faire ce qu'ils avaient promis, parce que c'était compliqué vu la situation économique actuelle. C'est pas le cas avec Emmanuel Macron. Alors après, il y a des choses qu'il a mises en œuvre et qui plaisent ou qui ne plaisent pas, mais en tout cas, on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire ce qu'il a dit. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, la France a retrouvé une place au niveau international qu'elle n'avait pas connue depuis bien longtemps, au moins depuis 2 quinquennats, si ce n'est plus. Et ça, c'est excessivement important pour la suite de l'histoire France. Pourquoi ? Parce que notre développement à nous, économique, dépend aussi de notre place sur la scène internationale, et notamment en Europe. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, vous l'avez constaté, là je ne vous raconte pas de salade, la place de la France en Europe est prépondérante, pour ne pas dire qu'Emmanuel Macron a pris le leadership en Europe avec, et on est désolé pour elle, avec les déboires qu'a connus Angela Merkel sur les dernières élections. D'ailleurs, ils n'ont toujours pas trouvé de coalition encore pour gouverner l'Allemagne. Bon, pour l'instant, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais ça donne donc une place à Emmanuel Macron qui est très volontariste dans son action à l'international. Ça lui donne une place de leadership. Pas seulement à l'international, vous l'avez vu dernièrement avec le One Summit Planet, où effectivement il a un rôle de leadership mondial sur la partie réchauffement climatique, puisque même Bill Gates, si vous avez suivi les images et entendu ce qu'il a dit, Bill Gates a bien rappelé qu'effectivement il considérait aujourd'hui qu'au niveau mondial, le leadership contre le réchauffement climatique était mené par Emmanuel Macron. Et ce One Summit Planet, si je peux m'exprimer un petit peu dessus, puisque j'étais à la COP 23, qui n'a pas été une COP d'une réussite exceptionnelle, loin de là. Maintenant, c'était une COP technique sur laquelle ils devaient se mettre d'accord justement sur comment on allait faire, notamment financièrement. Il y a eu quelques accords de signés, mais ils n'ont pas été révolutionnaires, ce qui a donc poussé Emmanuel Macron à créer ce sommet au chevet de la planète le 12 décembre dernier, pour engager non seulement les États qui sont toujours dans l'accord de Paris, donc c'est quasiment tout le monde sauf les États-Unis, on va dire, et de voir déjà comment on allait pouvoir compenser la perte de financement des États-Unis, puisqu'à partir de 2020, les États-Unis se désengagent complètement, donc ça c'est fait, ça a été réglé. Et puis d'alerter, et oui, qui l'eût cru si on avait dit ça à des écologistes en 1985, qu'un jour le sauvetage de la planète, donc l'écologie, serait financé par le grand capital, ils ne l'auraient pas cru. Alors, je vais vous dire simplement pourquoi. La raison, elle est très simple, c'est qu'il y a eu des rapports économiques qui ont établi que les entreprises qui ne s'engageraient pas justement sur ce terrain-là verraient malheureusement leurs bénéfices et donc la survie de leur entreprise menacée. Donc ce ne sont pas des philanthropes, même si certains le sont, mais ils ont bien compris que financer la lutte contre le réchauffement climatique et financer d'une manière générale le développement de l'économie verte et la sauvegarde environnementale de notre planète était capital non seulement pour ses habitants, mais capital aussi pour leurs entreprises. Et Emmanuel Macron l'a bien compris, vous le savez aussi bien que moi, au départ, ce n'était pas forcément
l'environnement, sa tasse de thé, en tout cas quand il s'est engagé comme président, il a très vite appris. On a un président qui a un cerveau qui fonctionne à la vitesse grand V, il a très vite appris, très vite compris, et surtout très vite compris comment on pouvait essayer de s'en sortir. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'on est sorti complètement des affaires concernant les problèmes environnementaux, mais en tout cas, cette prise de conscience est importante. Il y a déjà des sommes qui sont mises sur la table et des sommes importantes. Vous avez vu qu'aux États-Unis, malgré le retrait de Donald Trump, le désengagement de Donald Trump, qui en cela, c'est un fait sans précédent, hein, ne respecte pas les accords passés par son prédécesseur, ça ne s'est jamais vu. Enfin bon voilà, lui, il avait promis ça pendant sa campagne parce qu'il considère que lutter contre le réchauffement climatique, ça veut dire moins de charbon, ça veut dire moins d'hydrocarbures, moins de CO2 donc, et que ça va provoquer chez lui des problèmes de chômage importants dans certains États des États-Unis, et c'est pour ça qu'il a arrêté le truc. Il n'est pas fondamentalement convaincu que le réchauffement climatique n'existe pas. Je crois qu'il est persuadé qu'il existe. Simplement, pour lui, la façon dont il voit le développement des États-Unis, eh bien, ça lui poserait plus de problèmes de nous suivre que de se retirer. Pour autant, le maire de New York et l'État de Californie se sont engagés aux côtés d'Emmanuel Macron à recueillir des fonds, et de plus en plus d'États des États-Unis rejoignent donc ce collectif pour abonder ce fonds en faveur de la planète, et on va, je pense, réussir à trouver les fonds qui nous manquent. Leadership donc européen, leadership mondial, leadership retrouvé sur la scène internationale pour d'autres choses, que ce soit pour la Syrie, que ce soit pour le Liban. Vous avez vu l'action pour le Liban. C'était quand même important qu'Emmanuel Macron s'en mêle, parce qu'il a rétabli une forme de stabilité au Liban que le Liban était en train de perdre. La Syrie, alors certains diront qu'il a changé d'avis, puisque longtemps la France a dit nous ne discuterons pas pour l'avenir de la Syrie tant que Bachar ne sera pas parti. Alors aujourd'hui, le premier, il y a un moment où le réalisme impose. La première des choses qu'il y avait à faire, c'était quand même d'abord d'éradiquer le califat. C'est fait, Daesh n'a plus de pays, le califat, l'Irak a repris son indépendance, ça ne veut pas dire qu'il ne reste plus de djihadistes, hein. On n'est pas en train de dire ça, donc du coup maintenant, toute l'action qui va être menée vers la Syrie, c'est de voir comment on peut sortir du piège Bachar el-Assad de la manière la plus démocratique qui soit, et on n'est pas là pour se substituer aux pays pour décider de leur avenir, mais maintenant il faut les aider pour essayer de mettre sur place un gouvernement qui tienne la route, ne pas faire ce qu'on n'a pas su faire, par exemple, en Libye. Voilà. Alors ça fait un petit trait d'union, je ne l'ai pas fait exprès, mais la Libye, malgré tout, Emmanuel Macron est intervenu aussi, puisqu'il a réuni les deux leaders, on va dire, qui prédominent en Libye, un qui est plutôt de tendance islamiste et l'autre qui est plutôt laïque. Et il leur a demandé de travailler ensemble, on verra bien où tout cela nous mène, mais en tout cas il les a réunis, ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas parlé, ça n'empêche pas que pour l'instant la Libye, vous le savez très bien, c'est l'horreur, avec l'esclavage, avec les passeurs, etc. Mais tout ça, à chaque fois, il faut toujours chercher la solution politique et diplomatique avant d'avoir une action plus sévère. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Au niveau de la France, l'économie est repartie. Les mesures qui ont été prises assez tôt par le gouvernement, je peux vous dire que les textes se succèdent à une vitesse assez remarquable à l'Assemblée nationale. Je vous confirme que le président veut aller vite. Mais il a raison. Il a raison simplement parce que si on veut en voir les effets le plus vite possible, il faut qu'ils soient votés vite et que leur mise en application se fasse le plus rapidement possible. Si je vous prends un exemple, les ordonnances loi travail, il reste encore un décret qui sera appliqué, je pense, au mois de mars. Donc vous voyez, bien qu'on ait voté les ordonnances au 9 août, la mise en application, les décrets d'application prennent tout ce temps, entre guillemets. Ça, c'est le temps politique, le temps de l'application de la décision politique, et pour l'instant, on ne peut rien faire contre ça. Donc on va voir s'il y a une réforme institutionnelle, si on peut faire avancer les choses. L'Assemblée nationale travaille sous la direction de François de Rugy pour essayer aussi de changer la façon de travailler des parlementaires. Non pas qu'on veuille tout révolutionner, mais il y a quand même des choses aberrantes. Nous qui sommes des néo-députés, ça nous paraît aussi à nous aberrant. Quand je vais vous faire l'historique d'un texte, d'un projet de loi, il arrive en commission, on étudie le projet de loi, on étudie les amendements qui ont été déposés, il y en a qui sont refusés,
S'ils sont refusés a priori en commission, il n'y a aucune chance qu'ils ne soient pas refusés dans l'hémicycle, mais c'est pas grave. Ça part à l'hémicycle, c'est à nouveau rediscuter les mêmes amendements qu'on a refusés. Et on les refuse de la même façon. Alors certains sont plus malins que d'autres, c'est-à-dire qu'ils revoient un petit peu leur amendement, ils le réécrivent, ils le rendent un petit peu plus acceptable et il est accepté, mais c'est 1 ou 2 amendements sur 300 ou 400. Hein. Et une fois qu'on a fait ça, ça part au Sénat. Il ne vous aura pas échappé que les sénateurs ne sont pas LREM. Donc que fait le Sénat? Il détricote tout ce que l'Assemblée a fait. Une fois que ça a été détricoté par le Sénat, ça revient à l'Assemblée, en commission. En commission d'abord. Et en commission, qu'est-ce qu'on fait? On retricote tout ce qui a été détricoté. D'accord? Et puis ça repart dans l'hémicycle pour être définitivement voté. Et là, on retrouve les mêmes amendements qu'on avait retrouvés il y a 1 mois ou 2 mois avant. Donc c'est pour vous dire, vous voyez, le projet de loi de finances, on y est quand même depuis la rentrée parlementaire. Il sera bouclé définitivement, les 2 projets de loi de finances, le PLF et le PLFSS, ils seront bouclés le 22 décembre au soir. Donc ça, pour beaucoup de députés et de néo-députés, ce n'est pas suffisamment efficient. Donc c'est pour ça que François de Rugy a lancé les travaux de l'Assemblée nationale, et dans lequel il y a effectivement la façon de travailler. En gros, l'idée, c'est de se dire quoi? C'est de se dire qu'on aimerait d'abord être plus associé en amont des projets de loi gouvernementaux et de les découvrir plutôt que ce qu'on les découvre, en tout cas de savoir à l'avance, prenez une année calendaire, de savoir que sur cette année-là, on va avoir 4-5 projets de loi très importants sur lesquels on va avoir beaucoup de travail, de manière à ce qu'on puisse les travailler avant de recevoir le projet gouvernemental. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a le calendrier parlementaire. Le calendrier parlementaire, il va falloir qu'à un moment ou un autre, je ne sais pas si la bonne solution c'est de se rapprocher de ce que fait l'Europe, mais en tout cas l'Europe c'est assez clair, il y a 1 semaine de travail des groupes, donc sur les textes qui vont être votés au Parlement, il y a 1 semaine de commission pour étudier les amendements, il y a 1 semaine dans l'hémicycle pour voter les amendements, et après il y a 1 semaine blanche en circonscription. Voilà, c'est un exemple comme un autre, mais il faudrait peut-être qu'on se rapproche d'une espèce de calendrier parlementaire qui soit connu de tous et qui nous permette de travailler de manière plus sereine. Non pas qu'on n'ait pas travaillé de manière sereine, mais l'enchaînement des textes a fait que forcément il y a des choses qui nous échappent et qu'on rattrape après en 2e lecture parce qu'on ne l'avait pas vu. Je vais prendre un exemple idiot sur le projet de loi de finances. On parlait du gaz naturel pour les véhicules. Moi, le GNV, pour moi, ça comprenait le GPL. Eh ben non, ça ne comprend pas le GPL. Donc on a été obligé de reposer un amendement pour que le GPL soit traité de la même façon que le GNV. Bon, c'est idiot, on n'a pas eu assez de temps, on l'a pas vu. C'est pas grand-chose, mais du coup, ça prouve qu'il y a certaines choses qui peuvent nous échapper. Donc voilà pour l'histoire du Parlement. Donc les ordonnances sur la loi de travail sont passées, et ça n'a pas eu, contrairement à ce que disait notre ami Jean-Luc Mélenchon, normalement la France devrait être à feu et à sang, elle n'y est pas. Au contraire, donc les ordonnances travail sont passées, la loi de moralisation publique est passée aussi, ça c'était important. Donc aujourd'hui, notamment sur le cumul des mandats, il y avait déjà on ne pouvait pas cumuler 2 mandats exécutifs. Maintenant, dans le temps, on ne peut pas cumuler plus de 3 mandats. 3 fois le même mandat. On ne peut pas être plus de 3 fois député, plus de 3 fois sénateur. Donc ça, c'est rentré dans les textes de loi. Et puis, voilà, c'est quand même des choses importantes. Il y a aussi des histoires de condamnation aussi très importantes. La Cour de justice a été supprimée. Il n'était pas normal que les élus soient, enfin les parlementaires, les ministres, soient jugés par les cours spéciales. Ce sont quand même des citoyens comme vous et moi, et il n'y avait pas de raison qu'ils soient jugés par une cour spéciale. Bon, on a mis en place finalement un certain nombre de choses. Les députés ne peuvent plus faire œuvre de conseil pendant leur mandat. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui font que ça moralise quand même un petit peu la vie publique, la fin de la réserve parlementaire, etc. etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Après la loi de travail, nous avons eu toutes les histoires, genre je peux le réexpliquer, effectivement, la CSG, la taxe d'habitation, tout ça c'est de redonner du pouvoir d'achat aux gens, même si les gens ne le voient pas aujourd'hui concrètement dans leur vie de tous les jours, ils vont commencer à le voir à partir de, non pas du 1er janvier, mais du 31 janvier 2018, la fin des cotisations salariales. Alors même si ce n'est pas des sommes énormes pour certains, ça fait quand même un petit peu plus, et ça compense largement la hausse de la CSG. La revalorisation aussi du minimum vieillesse, la revalorisation de la pension adulte handicapé, tout ça ce sont des sujets que fait passer. En tout, l'État
même si on ne s'en rend pas compte, a mis dans le social, parce qu'on dit qu'Emmanuel Macron est le président des riches, mais il a quand même, sur un budget qui était contraint, croyez-moi, là on peut tirer le chapeau à Bruno Le Maire, à Gérald Darmanin, parce que le budget n'était pas facile à faire cette année. Malgré tout, ce seront plus de 7 milliards d'euros qui seront redistribués aux salariés et aux plus précaires, en espérant faire plus, évidemment, les années d'après. Donc voilà, tout se déroule à peu près bien. Moi, je suis venu vous voir ici et faire état de ça pour qu'on puisse discuter de tout ça. Et puis, pour vous dire aussi qu'on est au début de l'histoire et qu'on a fait les premiers pas avec la présidentielle et législative, qu'il y a une espèce de mécanisme. Je ne vais peut-être pas employer le terme de nouveau monde, parce que c'est un peu péjoratif pour les gens qui sont âgés comme moi, parce que moi j'appartiens au XXe siècle au départ. Mais il y a une autre façon réelle de faire de la politique qui s'est instaurée. Le gouvernement, le président, le gouvernement et les députés travaillent exactement comme on pourrait travailler dans une entreprise. C'est-à-dire qu'on vous met un projet, et les gens qui sont compétents autour de ce projet, ils prennent part. Ils y prennent part pas tout seuls, puisque le terrain est interrogé aussi. Ça a été le cas pour les États généraux de l'alimentation, ça a été le cas pour les assises de la mobilité, ça a été le cas pour la conférence nationale des territoires, même si au début ça ne s'est pas bien passé. On voit que le dialogue a repris avec les régions et avec les élus, et c'est tant mieux. Donc tout ça se fait de manière, on va dire, concertée. Ça a été le cas avec les syndicats, hein, malgré tout ce qu'ils disent pour la loi, pour la loi travail. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu autant de manifestations que ça, finalement, parce que les gens se sont mis d'accord. Et cette façon de travailler en concertation à la fois avec les acteurs de terrain et les spécialistes de la chose auprès du gouvernement et auprès des parlementaires fait qu'on arrive à des projets de loi qui ont une sincérité et qui vont avoir demain un résultat qui sera visible par tous. Et le fait de travailler comme une entreprise, finalement, pour les néo-députés que nous sommes et qui venons de la société civile, bah, c'est plus facile. Parce que même si on n'a pas les codes parlementaires, etc., en tout cas, sur le travail, le code, on sait comment ça travaille en entreprise. Et finalement, appliquer cette rigueur-là et cette façon de travailler, bah, ça nous permet d'avancer plus rapidement. Donc ça, sur la méthode, je trouve que c'est plutôt bien. L'autre chose dont je vais vous parler, c'est, regardez bien, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont dû regarder l'allocution du président de la République hier sur France 2, à l'Élysée. Les messages envoyés ont été clairs. Emmanuel Macron est en train d'essayer de mettre en place, en tout cas dans la vie politique française, une agrégation de bonne volonté et d'expertise, d'où qu'elles viennent, quelles que soient les sensibilités. Pourquoi ? Parce que je pense que le projet qu'il porte aujourd'hui va bien au-delà de nos propres personnes ou même de nos étiquettes. Tous les gens qui s'inscriront effectivement dans le projet présidentiel ont leur part à jouer dans ce projet présidentiel. Et ça, c'est important, ça change un petit peu. Tous ceux qui ont connu, moi le premier, tous ceux qui ont connu d'autres partis politiques un petit peu plus fermés, un petit peu plus sectaires, ou en tout cas un petit peu plus dogmatiques, ou un petit peu plus idéologiques, je ne sais pas quel terme employer, mais en tout cas plus recentrés sur eux-mêmes, voient bien que la façon de faire d'Emmanuel Macron bouscule les lignes. Il ne les bouscule pas simplement pour les bousculer, mais vous auriez imaginé, vous, que Emmanuel Macron prenne comme Premier ministre Édouard Philippe, maire du Havre, qui 13 mois avant était dans l'opposition totale à son élection. Je pense que personne ne l'aurait imaginé. En tout cas, dans le milieu politique dans lequel on évolue jusqu'à maintenant, c'était totalement inimaginable. Et Édouard Philippe, qui nous a fait l'honneur de venir samedi soir nous voir au congrès du MoDem à Paris, a fait un discours remarquable où il a réinsisté justement sur cette notion d'abord de maison commune, sachant que à la fois le MoDem et la République En Marche ont mené l'action pour l'élection d'Emmanuel Macron, parce qu'il l'a dit et redit, et ça nous a, je dois vous dire, j'ai été assez satisfait qu'ils le disent. Il a dit d'abord deux choses. Il a dit que sans le sillon qui avait été creusé par les centristes en 2007, rien n'aurait été possible, parce qu'il aurait fallu reprendre effectivement le traçage du sillon depuis le début, et que finalement, en gros, je ne sais pas si c'est de mémoire, hein, en gros, François Bayrou aurait été un semeur, et Emmanuel Macron a lui récolté, et très bien, même a très bien récolté les fruits de cette semence,
et qui fait changer complètement le paysage politique français aujourd'hui. Mais attention, malgré tout, même s'il a changé, ça reste fragile. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse attention à une chose, il faut qu'on fasse attention à nos divisions, que ce soit en interne, chez moi, dans mon propre parti, au MoDem, ou que ce soit à la LREM. Il faut vraiment qu'on fasse passer au-dessus de nous, au-dessus de toute considération personnelle, le projet porté par Emmanuel Macron, parce que c'est celui qui va nous sortir la France du marasme dans lequel elle était et qui va nous emmener vers une autre façon de concevoir la politique, une façon un peu plus entrepreneuriale. Donc gardons-nous de retomber dans des travers qu'on connaît trop bien en politique, et c'est pas François qui me dira le contraire, qu'on connaît trop bien en politique, c'est qu'une fois qu'on a gagné, une fois qu'on est installé, même si on est installé sous forme d'une alliance, eh ben, les tiraillements se font jour, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local, peu importe, et finalement peuvent précipiter la chute d'une entreprise qui était vouée au succès. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. Vous avez vu pour les européennes, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit Édouard Philippe, que ce soit Christophe Castaner, qui est venu aussi samedi nous voir, ils l'ont tous dit. Les listes nationales aux européennes seront composées effectivement de gens de la République En Marche, et c'est normal, aussi de gens du MoDem, mais aussi de gens de toute autre sensibilité politique, pour peu qu'ils épousent l'idéal européen défendu par le président. Donc, il ne faudra pas vous étonner de trouver dans cette liste-là, très certainement des jupéistes, par exemple, des gens qui viennent de la droite modérée, mais des gens qui viennent aussi de la gauche modérée, qui sont sociodémocrates, et qui ont le même idéal européen qu'Emmanuel Macron. Alors, au niveau local, ça ne va pas être facile à expliquer, parce que forcément, ça va réduire les places de ceux qui veulent y aller, puisque là, une liste nationale, c'est à peu près, avec le retrait des Anglais, ça va être un peu moins d'une centaine de personnes sur la liste, au niveau national. Donc vous voyez, il va falloir que ça va se battre chèrement pour les places, j'imagine. Mais il va maintenir ce cap, Emmanuel Macron, parce que c'est exactement ce qu'il veut. Et puis après viendront évidemment les municipales. Alors moi, je ne sais pas comment ça se passera. En tout cas, je peux vous dire, moi, comment j'envisage les choses et ce que je compte faire sur le département en tant que responsable fédéral de mon mouvement. Je me battrai pied à pied pour qu'on ait la plus large ouverture possible pour les municipales. C'est-à-dire que la plus grande réunion possible de sensibilité autour d'un projet municipal, c'est là-dessus que je me battrai. Je ne me battrai pas sur les étiquettes, j'irai pas forcément me battre pour que ce soit forcément quelqu'un de chez moi qui est la tête de liste pour aller au municipal. S'il y a une personne qui est plus compétente et qui porte un meilleur projet, ben, c'est normal que cette tête de liste lui revienne. Dès l'instant où le projet municipal qui sera mis à jour correspondra à ce que veulent les habitants et vers quoi on veut développer la ville, le village ou le territoire sur lequel on est. C'est l'idée qu'il faut absolument porter partout. Donc moi, je serai un fervent partisan de l'agrégation des compétences versus la désagrégation des gens et les scissions et les divisions. Voilà, c'est un petit peu le message que je voulais vous faire passer. Après la présentation de son bilan, Bruno Milliam a discuté avec le public du sujet comme Éole, le CHIM et bien d'autres encore, jusqu'à la fin de cette réunion.